Parce que ce podcast existe depuis 2 ans, j'ai eu envie de marquer le coup en proposant aux auditeurs de passer derrière le micro pour nous parler de leurs épisodes préférés. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose un épisode témoignage d'une auditrice du podcast qui a bien voulu se prêter au jeu. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Véronique! Bonjour Sarah. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et surtout de témoigner en tant qu'auditrice du podcast. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors j'ai 62 ans, je suis mariée et j'ai 4 enfants, des grands-enfants qui ont entre 25 et 34 ans. Il y a 25 ans, je suis arrivée à Bordeaux et ce qu'on m'a proposé au travail ne me plaisait pas et donc du coup, j'ai utilisé la possibilité que j'avais dans mon entreprise publique de prendre ma retraite anticipée pour me consacrer à mes enfants. Super. Alors comment avez-vous découvert le podcast et depuis combien de temps l'écoutez-vous? J'ai découvert le podcast, je vais y arriver, en novembre dernier. C'était à cette conférence sur l'orientation scolaire. Et donc ça, c'était avant de découvrir le podcast. C'est vous que j'ai découvert. Hein. Et donc, j'ai apprécié cette conférence beaucoup et j'ai apprécié la capacité que vous aviez à transcrire en termes clairs et à poser des questions claires sur mais synthétique, quoi, poser les bonnes questions, mais de manière simple. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis renseignée, enfin, je suis allée voir et j'ai découvert le podcast de cette façon-là. Super. Alors merci beaucoup pour le compliment. Quel épisode vous a le plus marqué et pourquoi du coup? Il y en a. Enfin, moi, j'ai plusieurs épisodes qui m'ont marqué. Je peux? Alors, vous avez le droit de tous les nommer, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, en premier lieu, c'est le premier épisode sur le burn-out, mais il y en a eu 2 autres après de témoignages. Donc, les numéros 82, 81 et 83, j'ai noté. Très précise. Parce que ça me concerne. Donc, effectivement, j'ai trouvé des éléments, certains que je connaissais, qui étaient confirmés et d'autres qui me rassuraient ou que j'apprenais. Et puis, j'ai aussi découvert un épisode très intéressant, alors le 52. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup quel était le thème? Parce que c'est vrai que je n'apprends pas tous mes épisodes par cœur, je suis désolée. Ouais. Non, mais c'est parce que j'ai oublié le nom de l'intervenant aussi. C'est sur l'hypersensibilité. Oui, alors c'est un monsieur? Un monsieur, oui. C'est Saverio Tomasella. Oui, il était très intéressant. Ouais. Comme c'est aussi une de mes caractéristiques, je dirais, et que c'est quelque chose que j'arrivais à masquer avant, mais beaucoup moins depuis mon burn-out. Donc ça m'a aussi intéressée. Et bon, en troisième lieu, d'une moindre mesure, c'est aussi les épisodes sur le décrochage scolaire, parce que ça fait partie de mes activités bénévoles. D'accord. Enfin, d'enseigner à des enfants en décrochage scolaire. Donc finalement, en fait, ces épisodes, ça a permis de vous conforter peut-être sur des informations que vous aviez déjà, d'autres que vous aviez pu découvrir. Et puis ça peut peut-être aussi être un sentiment peut-être de soutien et de savoir que vous n'êtes pas aussi toute seule à vivre tout ça. C'est ça, oui. Puis de voir comment certaines personnes arrivent à aller au-delà. Pas toujours de la même façon que moi. Souvent, j'ai l'impression que c'est mieux, de manière différente, avec des ressentis différents. Et puis, oui, c'est ça, en fait, concrètement. Après, pour l'enseignement, c'est différent. Ça me donne des éléments sur les personnes que j'aide. Ouais. Bah, c'est intéressant parce que finalement le podcast peut aider de plein de façons différentes. Ouais. Vu qu'on aborde des sujets différents chaque mois, effectivement des fois on peut venir écouter le podcast parce qu'on est intéressé par tel sujet et puis découvrir d'autres thématiques parce que soit c'est pour le travail, soit c'est pour notre ado, soit c'est pour une information personnelle, mais en tout cas on peut découvrir de plein de façons différentes
des choses pour nous aider au quotidien. Alors justement, vous avez parlé du burn-out qui vous touchait personnellement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déclenché le vôtre? Alors, donc, en fait, je dirais que c'est un trop-plein qui s'est manifesté à un certain moment, mais c'est suite à. Donc, j'ai 4 enfants et ma petite dernière a eu une adolescence un peu compliquée. Et c'est à la fin c'est quand ça a commencé à aller mieux pour elle que ça s'est déclenché pour moi. Mmh. Je dirais que je me suis peut-être autorisée à déclencher mon burn-out. Parce D'accord. qu'en réalité, j'avais déjà des symptômes physiques depuis plusieurs années. Alors, l'hypertension qui est arrivée, j'ai des problèmes de dos. Alors, ça, c'est des problèmes aussi un peu héréditaires, quoi, d'ailleurs, de scoliose ou de lombaire. On est assez mince dans la famille et d'hypertension aussi, mais ça s'est déclenché à peu près à ce moment-là. Et puis, il y a eu des problèmes. J'avais des abcès Mmh. dentaires, donc des infections urinaires. Voilà. Ouais. Et puis, il y a un moment, vraiment, là, ça a été au niveau psychologique, quoi. C'était plus possible de tenir. Mmh. Et là, j'ai demandé de l'aide et c'est là que mes symptômes physiques se sont calmés ou ont disparu. Mmh. Oui, le corps vous a appelé à l'aide un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et êtes-vous toujours suivi du coup? Et si oui, quelle évolution vous pouvez remarquer aujourd'hui par rapport à votre première séance? Alors oui, je suis toujours suivie. En fait, ça s'est passé il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans. Donc, je suis moi en psychothérapie, donc avec une psychiatre et je n'ai pas pris de médicaments. Donc D'accord. j'ai entendu d'autres témoignages un peu différents. Ouais. Non, mais c'est aussi une question d'histoire familiale. Je me refusais totalement à prendre des médicaments et donc c'est peut-être un peu plus long, je ne sais pas et donc c'est par la parole que ça s'est, résolu. Bon, maintenant j'espace un peu les séances, mais ça a Mmh. été quand même un soutien hebdomadaire quasiment pendant 6 ans D'accord. et oui, effectivement, enfin, ça m'a évidemment fait du bien parce que j'étais dans un tel état, mais on n'a pas forcément conscience d'ailleurs à quel point on est dans un sale état. Mmh. Heureusement, je pense. Et donc du coup, j'ai pris conscience. Déjà, il y a eu un moment où effectivement, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je demande de l'aide. C'est ce que j'ai fait. En fait, je suis passée par un autre psychiatre, celui qui suivait ma fille, Mmh. qui constate mon état et du coup, il m'a envoyée vers une de ses collègues. Et puis après, au cours du suivi, dans les premiers mois, il y a des choses qui sont ressorties. J'ai pris conscience des mécanismes qui m'avaient conduite à ce burn-out. Mmh. Et puis depuis, il y a une troisième étape où j'ai pris conscience qu'en réalité, vu le vécu que j'avais eu, j'étais plutôt en stress post-traumatique, ce qui a D'accord. conduit, voilà, qu'on appelle complexe, qui a conduit au burn-out aussi. En fait, c'est une succession de choses. Il y a un moment, on ne peut plus encaisser. Mmh. Oui, c'est ça, le burn-out, c'est vraiment une association et une accumulation de plein d'éléments différents qui font qu'à un moment donné, on arrive justement à cet état. Ouais. Et finalement, vous, ce que vous avez pu remarquer, en fait, l'évolution qui vous a le plus marqué au moment où vous avez commencé à votre psychothérapie, ça a été plutôt des éléments physiques, le fait de se sentir mieux physiquement. Oui, alors en plus, je chante dans une chorale et depuis quelques mois, je n'arrivais plus. Vraiment, ça sortait plus. Mmh. Donc, j'avais expliqué un moment au chef de chœur, tu me laisses tranquille, sinon j'arrête parce que je peux plus. Mmh. J'arrivais pas. Et à partir du moment où j'ai eu mes premières séances, je me suis dit, là, c'est terminé. Ma voix va disparaître complètement avec tout ce qui ressort en séance. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire, ma voix est revenue d'un seul coup. Mmh. Parce que finalement, j'avais un soutien à côté. En fait, je pense que, enfin, c'est comme ça que je le vois, hein. Il y a eu un relais qui a été pris. Jusqu'ici, j'avais l'impression d'être seule avec mes problèmes. Et, heu, et là, j'avais enfin quelqu'un avec qui je pouvais parler. Ouais. Et puis surtout quelqu'un qui soit à l'extérieur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. D'abord, je pense que j'ai été formatée comme ça. D'abord, je suis l'aînée et j'ai été formatée à faire attention aux autres, à finalement m'effacer devant les autres ou à prendre soin des autres. Et donc, on n'en parle pas à ses proches. Alors, et les enfants, évidemment, mais le mari, les parents, on veut les protéger. Enfin, on veut se protéger aussi en les protégeant parce qu'on pense que ça et puis que c'est un soutien qui va encore disparaître si on peut appeler ça un soutien, mais voilà.
Et puis les amis, bah, de temps en temps, si on arrive, mais il y a un moment, on ne peut plus, quoi. C'est plus possible. Et puis on ne veut pas non plus tout le temps. Ils sont pas là pour ça, les pauvres. Ils ont autre chose à faire. Et donc effectivement, c'est l'intérêt d'avoir quelqu'un d'extérieur. Ouais. Voilà. Oui, et je me souviens, quand on a échangé par téléphone, vous m'aviez parlé d'un passage en fait que Philippe Thédot, du coup le psychiatre que j'avais interviewé sur le burn-out, avait dit et que vous aviez justement apprécié de sa part. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce passage? Oui, je m'en souviens très bien parce que en fait, c'est vraiment un élément dont j'ai du mal à, enfin, à me débarrasser, quoi. C'est cette culpabilité parce que donc lui, il disait qu'en fait, il fallait surtout pas faire ressentir, et d'ailleurs, c'est parce qu'il ne le pensait pas, aux parents qu'ils étaient responsables des perturbations du burn-out et des perturbations que ça pouvait amener. Parce que je me rends bien compte, malgré tout, que si j'ai vécu comme une zombie un peu pendant plusieurs années en essayant de faire ce que je pouvais, mais je me rends bien compte que ça a eu un impact sur mes enfants. Et donc, bon, maintenant, j'arrive à comprendre qu'après tout, je faisais ce que je pouvais et que, enfin, j'étais pas en état de faire mieux, mais c'est vrai que ça amène de la culpabilité. On se dit, parce qu'on se rend compte qu'on, moi, mes enfants ne sont pas non plus des personnes simples, quoi. Elles peuvent être angoissées. Voilà. Donc, cette culpabilité, moi, c'est effectivement, j'ai du mal à m'en défaire. Hmm. Ouais. Et ce qu'il disait justement, c'était de ne pas culpabiliser et que dans les premières séances, justement, il remettait un petit peu tout à plat pour les parents, pour être là vraiment pour guérir et se sentir soutenu et avancer un petit peu au-delà de tout ça. Et effectivement, quand on a échangé également, vous m'aviez dit à un moment que vous aviez été propulsé un peu dans votre propre adolescence. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors, bon, je pense qu'il y a deux facteurs. Alors, il y a un professeur en psychopathologie ou professeur en psychologie qui s'appelle Ouari Maïdi, qui enseigne à Lille, à Besançon, je crois, et qui a énoncé un concept qu'il appelle maturescence. Il dit qu'au moment de la ménopause, à peu près, là, il y a une espèce de regain d'énergie, de vitalité, de libido, qui peut faire penser à l'adolescence. Bon. Donc, il y a déjà ça, parce que c'est à peu près, c'est mon âge, en fait. Mm. Et puis, il y a aussi ce qu'a dit Philippe Thédot, c'est-à-dire que l'adolescence de certains de nos enfants peut nous repropulser dans la nôtre. Et il se trouve que ma dernière fille, a vécu un traumatisme en particulier à cet âge-là, Mm. qui est comparable, je dis pas similaire, à un que j'ai vécu à peu près au même âge. Et je pense qu'effectivement, donc, autant avant ce burn-out, elle allait mieux, tout avait l'air de se calmer. Je disais à mon mari, bah, finalement, je me vois bien aller petit à petit vers la vieillesse, etc., tranquillement. Et quand ça s'est produit, ça a été terminé, quoi. C'était plus du tout ça. Dans ma tête, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Il n'y avait plus de lien entre mon âge actuel, mon âge fantasmé ou intérieur. Et je dirais même ça. Et ça, j'en ai parlé avec des personnes. Je fais partie du CN2R, membre d'une communauté de personnes à l'épreuve de trauma, de psychotraumatisme. Et il y en a un autre qui m'a dit la même chose, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que mon corps se transformait. C'est-à-dire que j'ai eu 4 enfants en moins de 9 ans, donc même si je suis plutôt quelqu'un qui reste mince, j'ai pas. Moi, le stress me fait maigrir, hein, de toute façon. On est quand même orienté mère de famille, si je peux dire. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé un corps de femme, de jeune femme, enfin, et tout ce qui va avec. J'ai changé ma façon de m'habiller. Enfin voilà, ça. Et il fallait plus me parler de vieillir, j'y pense plus, quoi. Ça m'est sorti de la tête. Voilà. Et je pense que du coup, je rattrape certaines choses, peut-être que j'ai pas vécu à cette époque en particulier. En fait, j'ai vécu la mort brutale d'un de mes amis quand j'avais 16 ans, donc en terminale. Et je pense que ça a été aussi un coup dur qui suivait d'autres, ça nous a tous propulsés, le petit groupe qu'on était, très, très soudés dans l'âge adulte d'un seul coup. Enfin, il y a des choses qu'on a perdues. Cette insouciance de l'adolescence, par exemple, on a perdu. Et donc, voilà. C'est un état particulier, c'est un peu
J'en suis pas sortie, pour vous dire. Bah, il faut profiter alors. Profiter de cette deuxième adolescence. Voilà, voilà. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, oui, si j'ai un message à transmettre, c'est que il faut pas complètement s'effacer devant nos obligations. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire parfois on ne va pas bien, mais on est dans le déni, on veut pas s'en occuper parce qu'on s'efface devant nos tâches, on est mère de famille par exemple, on travaille en plus, c'est compliqué et on s'efface complètement et il y a des limites à ça et en fait, il faudrait avoir la capacité de, de demander l'aide, enfin de prendre du recul et s'occuper de soi plutôt Mm. qu'à un moment où ça devient long après pour revenir et problématique. Ouais. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas forcément en capacité de s'en rendre compte qu'on Mm, va pas bien. On développe enfin, des actions qui nous permettent de ne pas, enfin des espèces de tocs, des espèces d'actions récurrentes, d'habitudes qui font qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. mm. Et c'est pas évident, mais voilà, demander, au moins se confier, avoir des confidences relativement distants, si c'est possible, et puis si ça marche pas, Ouais. aller voir des professionnels. Contrairement à ce que j'ai entendu dans un des podcasts sur le burn-out, je suis cette femme dit qu'elle a pas du tout apprécié son suivi par une psychiatre pendant 2 ans et qu'elle a arrêté du coup pour faire autre chose, du développement personnel. Mais je pense qu'il y a un moment où de toute façon, on a absolument besoin de cette prise de conscience et c'est vrai que, contrairement aussi à ce que j'ai pu entendre, ce qu'on dit enfin, c'est un lieu commun et qu'on m'a dit personnellement, c'est pas un signe de faiblesse d'aller voir un professionnel. Au contraire, c'est un signe de courage parce que ça prouve qu'on reconnaît qu'on a des problèmes, on décide de les affronter. Et c'est vrai que les séances, c'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, ça nous remue, on en sort, on a pleuré, on a envie de pleurer, ça nous bousille la journée, mais ça nous fait réfléchir. Et peut-être que cette dame, bah, finalement, disait donc à chaque fois j'étais en pleurs quand je sortais, mais peut-être que si elle n'avait pas eu ces 2 années de remise en question, elle n'aurait pas été capable de faire ça après. Ouais, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que tout le monde est différent et il faut Oui, trouver la chose qui fonctionne le mieux pour nous. Quand on trouve un professionnel, que ce soit un psychologue, un psychiatre, peu importe, et si ça ne fonctionne pas, mais qu'on sent qu'on a vraiment besoin d'aller dans cette direction, il ne faut pas hésiter à aller en voir un deuxième, un troisième, jusqu'à trouver le bon, parce que hormis le fait que ça soit un métier qui soit fait pour nous aider, il y a aussi quelque chose d'humain. Et il faut aussi avoir le feeling avec la personne et forcément c'est pas évident de le trouver comme ça, même sur recommandation ça peut très bien fonctionner avec une amie à vous mais pas du tout avec vous, donc il faut pas hésiter justement à aller en chercher plusieurs pour trouver la bonne personne qui sera faite pour vous et d'avoir ce petit feeling justement qui vous permettra d'avoir confiance et de pouvoir vous livrer en toute conscience aussi et que ça se passe bien pour vous. Donc voilà, après que ça soit un psychiatre, du développement personnel, un coach, peu importe, chacun est différent, mais en tout cas il faut trouver le truc qui fonctionne pour nous et ne pas hésiter justement à aller demander de l'aide. ouais. Et du coup, pour finir, vu que c'est un épisode un peu spécial, est-ce que vous avez un message pour le podcast, car ce mois-ci c'est son anniversaire. Dites-moi pour quelles raisons les personnes devraient écouter ce podcast. Alors, bah, parce il a un très grand éventail de sujets abordés. Et puis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'apprécie beaucoup cette capacité que vous avez à récupérer les éléments essentiels, à les transformer en questions simples et à repartir après sur. Hmm. Donc, alors, moi, j'ai pas écouté tous les podcasts qu'il y en a maintenant en 98, c'est ça, ou 99. On n'est pas loin des 100, Voilà. hein. J'ai écouté ceux qui m'intéressaient le plus pour l'instant. Après, il y a des fois, il y a des moments où on a besoin de certaines choses, des moments d'autres. Donc, c'est intéressant d'avoir tous ces sujets, de se dire, tiens, j'ai besoin de savoir, est-ce que je peux trouver des informations euh, et puis d'avoir les deux côtés, professionnels d'un côté, et puis de l'autre, Les les témoignages. personnes voilà, les témoignages. Ça, c'est important aussi, les témoignages. Mm, Et sur ce que vous venez de dire, si je peux rebondir un peu, c'est vrai qu'il faut que la personne soit adaptée, ça c'est évident, et j'ai arrêté de conseiller les personnes que je connaissais parce que je me suis rendu compte que ce qui moi
m'avait fait du bien. Ce que j'avais recherché n'était pas forcément ce que recherchait la personne en face. Eh oui. Et peut-être même que moi, il y a 30 ans, je n'aurais pas recherché non plus la même personne. Si j'avais eu conscience à l'époque, ça aurait été mieux. Mmh. Du fait que j'en avais besoin, j'aurais probablement pas cherché la personne que j'ai à l'heure actuelle. Par contre, c'est pas évident de changer comme ça parce qu'il y a un tel investissement. C'est une relation qui se fait à deux, c'est sûr. Mmh. Et c'est pas neutre et ça demande de l'investissement et on n'a pas envie de faire ça 50 fois. Voilà. Non, je pense qu'il faut le faire dès le début. Si c'est la première séance et qu'on voit que ça fonctionne pas, il faut Alors, continuer et aller chercher. parfois, ça met quelques séances à s'installer aussi. Donc, il faut peut-être quelques séances, mais c'est vrai qu'il faut assez rapidement parce qu'après, si l'investissement est trop grand, on n'a pas envie de recommencer ailleurs. Enfin, moi, personnellement, Ouais, ouais. Oui, puis c'est déjà une démarche assez importante d'avoir osé y aller. Donc c'est sûr que c'est pas évident de recommencer à chaque fois la même démarche plusieurs fois avec une personne différente. Mais bon, faut essayer, si on sent qu'on en a vraiment besoin, il faut quand même essayer de trouver la personne la plus adaptée, en tout cas pour nous aider. et puis, faut pas avoir honte d'en parler. Moi, j'en parle parce que je me dis, ça peut aider les gens qui n'osent pas. Mm. J'en ai parlé aussi à mes enfants. Alors, au départ, ils sont un peu réticents. Enfin, je n'aurais pas raconté, évidemment, Ouais. ce qui se passait, mais je leur ai dit ce que je faisais. Et maintenant, ils sont ouverts à ça. Et maintenant, ils savent, eux, qu'ils peuvent y faire appel. Et ils y font éventuellement appel quand ils en ont besoin. Parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas. Il y a une telle stigmatisation. Hein, C'est dès vrai. qu'on va voir quelqu'un, et je l'ai aussi vécu, et que les gens n'osent pas. Et ça c'est dommage, et j'hésite plus à le dire. Je me dis tant pis si. Après tout, ça permet de trier les Ouais. personnes, voilà, les personnes voilà, qui restent avec vous, en contact avec vous malgré ça. Ben, c'est les personnes intéressantes, les autres non. En tout cas, mais merci beaucoup Véronique d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous et surtout échanger avec une auditrice du podcast. Si vous ne suivez pas encore le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à le faire. Ça me permet d'échanger avec vous comme j'ai pu le faire avec Véronique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!